Merci beaucoup, cher président, mon ami Thierry Lavabre-Bertrand. Merci, cher secrétaire perpétuel, pour votre œuvre continuelle et votre générosité vis-à-vis de notre confrérie. Merci, Jacques, cher président de section de médecine, chers consoeurs, chers confrères, merci d'être venus nombreux. Mesdames et messieurs, chers amis, Dorota Anderszewska et moi-même vous remercions de nous permettre de nous exprimer aujourd'hui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Au fond d'une cellule obscure de la prison militaire Libertad de Montevideo, en Uruguay,
le pianiste argentin Miguel Ángel Estrella tous les matins s'agenouille et dit le Notre Père. Mais à l'avant-dernière phrase, sa voix s'étrangle et il n'arrive pas à prononcer. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous sommes en 1977. Miguel Estrella a fui la dictature militaire argentine, accusé qu'il était de soutenir, par sa musique, les milieux populaires opprimés. Le général Videla, qui venait de renverser par un coup d'État le gouvernement d'Isabel Perón, faisait régner la terreur. 4 juntes militaires se succédèrent, de 1976 à 1983, entraînant 30 000 disparitions, fusillant 15 000 personnes, enfermant 9 000 prisonniers politiques et poussant vers l'exil 1,5 million de personnes. Plus de 500 bébés furent enlevés ou disparus et offerts aux familles proches du pouvoir. À la fin de sa prière, le pianiste, endolori par la torture quotidienne, se relève lentement et s'installe à son piano imaginaire. Là, en silence, il joue. Il laisse aller ses doigts dans l'espace nu de l'enfer. De la sixte à l'octave, il suit des yeux ses mains que les bourreaux ont promis de couper le lendemain. Préludes et fugues de Bach, études de Chopin, puis la musique populaire argentine qu'il aime. Le 23 octobre 1939, à Cieszyn, au sud de la Pologne, 2 agents de la Gestapo frappent à la porte de Franciszek Kuliwecz. C'est son fils, Alexander, qui ouvre « Mon père n'est pas là. Suivez-nous, vous êtes sur la liste aussi. » Né d'une musicienne hongroise et d'un professeur de latin, Alexander a 21 ans. Il étudie le droit, il gagne sa vie comme journaliste et fait de la musique dans la Pologne occupée. Il compose et il chante accompagné de sa guitare. Ce jeune homme est doué d'une exceptionnelle mémoire. Sous son nom de plume, Titus, il a souvent critiqué le régime nazi. Il s'est insurgé contre la nuit de cristal et il a exalté le patriotisme polonais. Il est conduit au quartier général de la Gestapo à Berlin, où il reste enfermé 7 mois, mais les autorités nazies ne s'y trompent pas. Le jeune homme parle couramment 5 langues et peut se révéler utile. Il se voit octroyer le statut de prisonnier sous protection. Il est transféré au camp de Sachsenhausen, où il restera 5 ans. Là, il partage ses journées entre les travaux forcés, la briqueterie, les heures aux tâches administratives et aux traductions au bureau du camp. Il consacre ses nuits à la musique. Dans un baraquement peu éloigné du sien, des hommes tous les soirs se réunissent en cachette. Étoile jaune sur la poitrine, ils chantent à mi-voix, cachés par des barricades couvertes de couvertures. Le chef de ce chœur de fortune, Martin Rosenberg, deviendra son ami. Très vite, la réputation de jeune Alexander fait le tour du camp et dans la cour, lors des corvées de balayage, l'un ou l'autre s'approche de lui. « Je t'écoute, dit-il, et l'homme, désespéré, de livrer en pleurant à l'oreille d'Alex son chant, son dernier testament. Alexander est concentré, il retient tout ce qui lui est donné. Aaron Libeskin lui confie quelques heures avant de mourir. Quand la flamme brûlera, on y traînera mon garçon aux cheveux d'or fin. Lorsqu'Alexander est libéré en avril 1945, il est dans un état de faiblesse extrême et après avoir rejoint Varsovie où l'attend son père vivant, il est hospitalisé. C'est là qu'il livre à une infirmière qui note sous sa dictée, dans un souffle, 716 pages de chants et de poèmes mémorisés. Alexander consacrera le reste de sa vie à chanter, accompagné de sa guitare sur toutes les scènes d'Allemagne, y compris jusqu'à Nuremberg, les voix de ceux qui n'avaient pas d'autre moyen de dire.
tout en continuant méthodiquement à collecter les chants de ceux qui en ont réchappé. Les archives musicales d'Alexander Koulisiewicz sont aujourd'hui conservées grâce à son fils Christophe, classé de A comme Auschwitz à S comme Sachsenhausen, au musée du mémorial de l'Holocauste à Washington. Le 18 juillet 1936, le journaliste catalan Joan Alavedra part à la radio Barcelone. Il y anime une chronique quotidienne. Peu de temps, dit-il, avant la première de la 9e symphonie, Beethoven vivait aux abords de Vienne, dans un couvent bâti par des moines catalans. C'est là qu'il écrivit ses derniers quatuors. Mais alors qu'il s'apprête à conter la mort du père de l'hymne à la joie, les micros sont coupés. On le presse de partir vite, d'aller se mettre à l'abri. La parole du poète se perd dans les limbes de l'horreur. La guerre est déclarée. Ce même jour, 18 juillet 1936, son ami, le musicien Pau Casals, dirige au Palais de la musique catalane l'orchestre qui porte son nom. 2 hommes font irruption. Maître, partez vite, rentrez chez vous, protégez-vous. Les généraux se sont soulevés. La guerre est déclarée. Casals se tourne vers ses musiciens et d'une voix prise par l'émotion, « Mes amis, Dieu seul sait quand nous nous reverrons, ni même si nous nous reverrons. Avant de nous quitter, voulez-vous que nous jouions l'hymne à la joie ?» C'est sur les derniers accords de la 9e que se séparent tard dans la soirée ceux qui devaient ne jamais se retrouver. Le général Franco prit le pouvoir et face aux démocraties voisines paralysées par la montée des conflits imminents, l'Espagne entra dans une guerre sans merci sous les yeux d'un monde immobile. La Catalogne organisa une résistance forte, mais au terme de 3 années, la victoire de Franco poussa 500 000 républicains à fuir. Personnalité politique éminente, Alavedra devait être fusillé sur la montagne de Montjuïc. Alors il partit. Sa femme, lui et leurs enfants, Maria, âgée de 9 ans, et Massia, âgée de 5 ans, ils passèrent les Pyrénées dans la neige et la peur fin janvier 39. Toute la nuit, ils marchèrent dans la longue file des Catalans en fuite. Au bord du sentier, des enfants mouraient, des vieillards s'effondraient. Pour garder ses forces, il fallait tout jeter au fond des ravins. Les photos, les dentelles, les derniers souvenirs s'éteignaient en un bruit sourd. De l'autre côté de la frontière, les attendaient au petit matin les baïonnettes des tirailleurs sénégalais qui séparaient les familles. Ils furent enfermés dans les camps. Mais ils purent s'enfuir et rejoindre Paris au terme de plusieurs jours et ils retrouvèrent leur ami Pau Casals. Ensemble, ils décidèrent de partager leur exil à Prades, en Roussillon, près de leur terre, près de leur langue, près des camps de réfugiés. Lorsque l'Allemagne envahit la France, les exilés espagnols furent pris au piège entre 2 tyrannies qui se rejoignaient. 3 fois, Alavedra fut pris par la Gestapo. 3 fois, il s'échappa. Les Alavedra et Casals vivront là 10 douloureuses années d'exil.
Guerre et exil, de tous ces drames, les Alavedra ne parleront jamais. Johann Alavedra est mon grand-père. Maria, sa fille, et ma mère, de tout cela, ni l'un ni l'autre ne m'ont jamais parlé. La souffrance des guerres, des déportations, des exils sont souvent enveloppées de silence par ceux qui les ont traversés. Ceux qui en ont réchappé ne peuvent dire. Le récit est paralysé. Il ne s'agit pas d'un mutisme post-traumatique, mais à proprement parler d'une perte de langage. Il n'y a plus de mots pour dire. Une entreprise dictatoriale commence toujours par une manipulation de la langue. Et c'est là le plus violent affront fait aux victimes, plus fort que la souffrance. La souffrance reste supportable tant qu'elle peut être parlée. La langue est le garant de l'humanité. Rien d'humain n'est innommable. Ce qu'ont subi les peuples soumis aux dictatures est au-delà de l'humain. Humain au sens de la morale, au sens de l'ordre éthique. Cet inhumain leur a coupé la voix. Primo Levi, le premier, a buté sur l'évidence du défaut de la langue. Il a essayé de dire, il n'a pas pu. Les revenants n'ont-ils pas pu, ou bien leurs descendants n'ont-ils pas voulu entendre? Mes enfants, dit Primo Levi, ont refusé d'entendre parce qu'ils avaient déjà tout perçu. Ils devaient être, consciemment ou inconsciemment, chargés de peur et de répulsion. D'autres ont essayé d'écrire, mais il a fallu, très vite, interrompre l'écriture dans l'urgence de vivre, choisir, comme Georges Semprun, entre l'écriture et la vie, ou se résoudre, comme Michel del Castillo, à l'évidence que l'on finit par mourir, non de ce qu'on a vécu, mais de ce qu'on a écrit. Primo Levi, à force d'essayer, de dire, a fini par mourir. Cette première génération revenue de l'horreur se tait. Elle n'a pas de langage, donc pas de possibilité de représentation, pas de possibilité de transformation des affects en images. Et pris au piège, les affects restent refoulés dans l'inconscient. Kant explique que l'espace et le temps sont indispensables à la pensée. Or, il n'y a pas de repère d'espace ni de temps dans l'inconscient. Ainsi, il y a un blocage de la pensée. Et dégagés de toute référence, les affects rangés là ne peuvent être symbolisés, non plus accès au langage. Le traumatisme a handicapé l'appareil de représentance, disent les psychanalystes. C'est cette distance entre le refoulé et le conscient qui leur permet de survivre. Et c'est la disparition de cette distance par l'écriture qui les met en danger. La seconde génération. Les enfants de ces hommes et femmes sont très proches de leurs parents. Ils sont fusionnés, et plus encore pour ceux qui étaient déjà nés au moment de l'effroi. Cette fusion perturbe l'ordre des générations. Parents et enfants font corps, et dans cette entité, la perception du drame se répand sur son torrent d'angoisse sans aucun mot prononcé. C'est une litanie silencieuse, mais ô combien prégnante. Cette seconde génération reçoit massivement le traumatisme sans aucune conscience de cette transmission. Il n'est pas question d'héritage. Ces enfants ne sont pas héritiers du traumatisme de leurs parents. Ils sont dans le traumatisme, avec eux et par eux. C'est un partage absolu qui fait fi de la différence. Et ces enfants deviennent les garants de la survie de leurs parents. On dit d'eux qu'ils sont contenants. Alors, eux aussi font silence car parler pourrait fissurer la protection qu'ils offrent à leurs parents. Et grâce à ce silence, le traumatisme semble maintenu à distance. Tu aurais dû m'en parler, je t'aurais aimé avec ta blessure, dit l'enfant. Je me suis tue pour te protéger, répond le père Boris Cyrulnik.
Dans le cas de l'exil des républicains espagnols, la troisième génération est née sur la terre d'accueil, la France, le plus souvent. Elle n'a pas connu la guerre, elle n'a pas connu l'exil. L'intégration était acquise par le parent qui souvent a réalisé un mariage mixte. Ses enfants ont un passeport français, leur patrie est la France. Certains grandissent avec un pied de chaque côté de la frontière, riches de cultures, parlant deux langues. Parfois même ont-ils deux identités, car la loi de 2007 a offert à ces petits-enfants de l'exil la nationalité espagnole. Ils ont deux passeports. La loi a redessiné les contours vacillants de l'identité. Ces enfants sont surinvestis émotionnellement et il n'est pas rare qu'ils soient nommés par un prénom fort, qui fait lien, qui noue la chaîne des générations à ces événements. Ils représentent la vie retrouvée qu'ils ont pour mission de fortifier. L'enfant aîné de l'enfant de l'exil se voit confier un destin. Il est enfant réparateur. Et à son insu, il protège son parent et au-delà, ses grands-parents. Il soutient, il consolide, mais de tout cela, il ne sait rien. Ou du moins, il sait sans savoir. Il sait que sous le savoir qui est le sien, il y a un autre savoir. Car au fil des ans, cette troisième génération perçoit en elle une inquiétude, une trace imprécise, une blessure. Un sanglot s'étouffe face aux vieux films en noir et blanc d'exilés dans la montagne. Une douleur brûle, là où la baïonnette du tirailleur sénégalais blessé pour séparer les familles à l'entrée des camps. Le souffle est court à l'idée de l'humidité, du froid, du sable des camps. La peur, à chaque départ, de ne pas revenir. Des souvenirs en somme, mais des souvenirs d'événements jamais vécus, des souvenirs empruntés. Quelque chose d'indéfinissable est inscrit en eux. Quelque chose, écrit Hélène Oppenheim, que je n'arrive pas à nommer, pas transmis ou bien transmis en un sentiment informe mais familier que néanmoins je ne comprends pas. Pourtant, ces petits-enfants de républicains exilés connaissent tout de leurs ancêtres, l'histoire du pays avec ses heurts et ses drames, une guerre civile avec son lot d'horreur, avec sa guerre dans la guerre, ses brigades internationales, Guernica, croulant sous les bombes, un exode dont les images hantent encore les esprits, un accueil humiliant, l'étau qui se resserre entre deux dictatures. Mais il y a quelque chose qu'on leur a caché. Et au fil du temps, vient lentement l'évidence qu'ils portent le traumatisme, massivement, comme s'ils l'avaient vécu. Il n'est plus question ici de fusion et de partage, mais à proprement parler d'héritage. Tous les petits-enfants, écrite Hélène Epstein, ont reçu le traumatisme de leurs parents et grands-parents. Étouffante sensation de porter en héritage quelque chose qui ne vous appartient pas. En eux vivent, dit Cyrulnik, des ombres angoissantes, des fantômes, témoins d'un crime. En silence et à leur insu, ils en ont hérité. Cet héritage fait trace en eux par une blessure qui pourrait se révéler dangereuse si elle n'était appropriée. Ce que tu as hérité de tes pères, dit Goethe dans Faust, afin de le posséder, acquiers-le. Et Freud, à la suite de Goethe, explique la nécessité de prendre absolument possession d'un héritage. Pour cela, les petits-enfants partent à la recherche de ce qui leur a été caché. Par où passe cette transmission qui a volé d'âme à âme? C'est une transmission indépendante de la volonté, c'est l'insu du sujet, fait d'expériences vécues puis oubliées. Cela se passe dans ce que Freud a appelé la vie psychique. De surmoi à surmoi, disent les psychanalystes. C'est l'héritage archaïque. Un héritage qui, selon Freud, n'englobe pas seulement des dispositions, mais aussi des contenus, des traces mnésiques relatives au vécu des générations antérieures.
Et ce qui se transmet inéluctablement, dit le psychanalyste Jean-Pierre Winter, ce n'est pas le bien ou le mal, ce n'est pas le bon ou le mauvais, c'est l'angoisse. Un des vecteurs de cet héritage réside dans la langue elle-même. Pas la langue qui dit, puisque rien n'est dit. La langue qui nous est transmise par ceux qui nous enseignent la vie. Car, poursuit Jean-Pierre Winter, comme nous empruntons la langue à ceux qui nous ont précédés, nous assimilons en même temps les blessures qu'elle contient. C'est dans le temps mystérieux de l'origine, du début de la vie, que ce contenu se transmet. Il s'insinue dans cette magnifique image des replis des tablettes d'écriture qui représentent l'embryon dans le Talmud, posé sur le commencement, le bien des bénédictions, bien sûr, mais aussi le mal des malédictions. Les drames, les barbaries, tout est reçu et dans l'instant oublié. Il s'agit, dit Freud, du savoir originaire. N'est-il pas des héritages trop lourds à porter, demande le rabbin Delphine Orwiller. Certes, mais mieux vaut un héritage lourd qu'une insoutenable légèreté d'être. Pour échapper au déluge, Noé, sa femme et leurs 3 fils fuirent à bord de l'arche. L'exode fut long, difficile, chargé d'angoisses et de peur. Delphine Orwiller explique que cette promiscuité à l'intérieur de l'arche, dans un contexte de violentes angoisses, a créé, pour la famille de Noé, une tentation fusionnelle qui a mis à mal la pudeur. La membrane séparatrice de la pudeur qui fait que l'autre est autre est devenue perméable. Alors, les générations s'assemblent, se fusionnent et ne font qu'un. C'est ce que nous dit la Bible lorsqu'elle parle de la tente de Noé mal fermée, lorsqu'elle parle de ce regard de Cham échappé, de ce manteau mal posé. C'est par ce voile de la pudeur déchiré que le traumatisme va sourdre et se répandre de génération en génération sans mot pour le porter, blessant ceux qui n'étaient pas nés. Les poètes et les musiciens ont le don du sous-entendu. Ils ont compris cette transmission bien avant les psychanalystes. Pour permettre à ses descendants d'entendre ce qu'aucun récit ne pourra jamais conter, Miguel Estrella a su cet autre langage. Son piano, Bach, les fugues et les préludes, Chopin, les études et encore et toujours la musique populaire argentine. C'est ainsi qu'il a pu dire. Alexander Kulichevitch, malgré son très jeune âge, l'a su aussi. En mémorisant les chants de ceux qui, à ses côtés, mouraient, il emportait les mots nouveaux, il fabriquait les métaphores, il fabriquait les représentations, seul capable de témoigner. Et très certainement, durant le reste de sa vie consacrée à chanter, au fond de la salle obscure, des petits-fils de déportés. Écoutez. Pour moi, la transmission inconsciente de l'histoire familiale est passée par la poésie. Bien avant la guerre d'Espagne, en 1934, les faits d'octobre avaient entraîné la chute de l'État catalan et l'emprisonnement de tout le gouvernement. Alavedra fut enfermé dans les cales du vaisseau prison Ciutat de Cádiz. Lorsqu'il fut libéré le 24 décembre, après la joie des retrouvailles avec les siens, il fit la crèche dans un coin du salon avec sa fille Maria, alors âgée de 5 ans. Mais après que le dernier santon de terre cuite eut été posé sur de la mousse au bord d'une rivière, la fillette avait demandé à son père de faire parler les santons. Le poète s'est assis, et 3 jours et 3 nuits, sans s'interrompre, il a écrit. Il voulait conter à l'enfant l'ineffable joie de la nativité. Mais face aux difficultés qu'il pressentait pour son peuple, s'est inséré au fil des vers le drame de la passion.
À travers chaque tableau, la beauté et la souffrance prenaient vie conjointement, l'espoir et le désespoir, sa confiance, mais aussi sa peur. Quand le poème fut terminé, il tendit le cahier à l'enfant. Il y eut la guerre, puis l'exode. Mais quand dans la montagne il fallut tout jeter, Maria avait gardé caché sous son manteau quelques trésors de l'enfant qu'elle était. À Prades, alors que Casals et les Alavedras souffraient de faim et de froid, des jeux floraux de langue catalane furent organisés à Perpignan. Alavedra, mon ami, dit Casals, avec le montant du premier prix, nous pourrions manger pendant 3 mois. Mais le poète n'était pas en état d'écrire lorsque Maria annonçait qu'elle avait sauvé le cahier. Le poème du Pessèbre, de la crèche, remporta le premier prix. Quand s'achèvera si longue galère en terre étrangère, disent les chameaux fatigués d'une si longue marche à travers les déserts alors qu'ils rejoignent Bethléem. Casals annonça le soir même qu'il allait le mettre en musique. Je l'ai entier dans la tête. J'écrirai un oratorio avec des solistes, un chœur, tout l'orchestre. Ce sera un message de paix par lequel nous dirons au monde à Alavedra ce que nous avons dans le cœur. L'oratorio El Pessèbre a été inauguré à Acapulco en 1960. Jusqu'à la fin de leur vie, Casals et Alavedra ont accompagné leur œuvre autour du monde entier, jamais en Catalogne, dirigée par Casals du vivant de Franco. Devant des rois, des reines, des présidents, des peuples de toutes couleurs et de toutes cultures, par les paroles des santons de terre cuite et la musique du maître, ils ont pu dire. Ils ont transmis au monde le drame de leur peuple, mais aussi leur espoir de paix. Aujourd'hui, le Pessèbre est joué continuellement de capitale en capitale, né de la douleur d'un exil. Il chante, dans la foi qui l'anime, une parole à transmettre. Il a ce pas léger, exalté, de ceux qui marchent parce qu'ils croient et non parce qu'ils fuient. Les poètes savent exprimer ce qui excède le langage. Les compositeurs chantent dans un au-delà du langage. Ce poème, demandé par une enfant qui savait avant l'heure qu'il faudrait des mots pour dire ce qui deviendrait même impossible à penser, ce poème, écrit par un homme qui pressentait qu'un jour les mots manqueraient, ce poème est devenu langage. Langage universel, destiné au monde comptant l'effroi mais l'espoir. Langage singulier. Il est le seul récit qui soit venu à moi. J'ai alors pu devenir la biographe de mon grand-père, j'ai réécrit le langage, j'ai pu conter l'histoire pour, à mon tour, la transmettre. Et la 4e génération a pu entendre un récit délivré. Elle est sortie ainsi de la malédiction.
il nous revient maintenant d'interroger les culpabilités. La culpabilité criminelle est multiple. Elle est d'abord singulière, nous explique le doyen Gounel. Singulière car issue d'un être, le criminel, qui ne peut s'en disculper en invoquant une quelconque obligation, un ordre reçu. Mais elle est aussi collective, en ce sens que les décisions d'un État concernent tous les membres qui le composent, y compris les passifs ou même les absents de la scène du crime. Les décisions des gouvernants impliquent toute la nation. C'est la culpabilité politique. Au-delà encore, elle touche les autres nations qui, par leur silence, sont politiquement coupables aux côtés d'une dictature. Mais si elle est singulière et politique, la culpabilité est aussi celle de la conscience, dont ne peut se défaire tout homme s'il se prétend humain. C'est la culpabilité morale, ce tête-à-tête avec soi-même qui n'accepte la présence d'aucune instance supérieure, si ce n'est celle de Dieu. Et c'est alors la culpabilité métaphysique. Le psychanalyste Pierre Legendre tente de comprendre la responsabilité des bourreaux et des soldats lorsqu'ils obéissent à une instance supérieure. Sont-ils vraiment des meurtriers en tant que personnes? La criminalité bureaucratique fait du criminel un être instrumental. La volonté propre est épongée. C'est ainsi que les crimes les plus monstrueux ne sont plus accessibles ni à la question de la morale, ni à la question du bien et du mal. La soumission a privé chacun des acteurs de la faculté de penser. Or, c'est la seule faculté de penser, dit Hannah Arendt, qui permet le discernement du bien, du mal. Tant d'interroger aussi la difficile question du pardon. Lorsqu'il pense au pardon, Miguel Estrella distingue le mal qui lui a été fait à titre individuel et le mal qui concerne son pays. Pour le premier, il a pu le dépasser dès sa sortie de prison grâce à sa musique qu'il a remis immédiatement au service des autres, au service des droits de l'homme, de la jeunesse et de la paix. C'est plus difficile, nous confie-t-il aujourd'hui, de dépasser la question de l'État. Il rejette la question de l'oubli, estimant qu'une société ne peut pas retrouver sa faculté créatrice, dit le pianiste, si elle traîne des heures sombres, prétendues oubliées, qui n'ont pas été réglées. En effet, au sortir de la dictature, se sont enchaînées les lois d'impunité et les amnisties des criminels, et il a fallu attendre le récent mandat de Kirchner pour ouvrir cette page dramatique de l'histoire argentine, afin d'offrir, je cite, « mémoire, vérité et justice aux familles des victimes ». Le pardon, dit Ricoeur, doit toujours commencer à partir de la mémoire. C'est le seul travail du souvenir qui peut ouvrir à la voie du pardon. Il ne faut pas oublier. Le souvenir, rajoute le philosophe Olivier Abel, ne doit pas être brisé. Ce qui doit être brisé, c'est la dette. Le souvenir est premier et c'est après que viendra le nécessaire oubli. Pas un oubli de fuite, un oubli actif. Et c'est l'ensemble souvenir et oubli qui pourra alors ouvrir à la question du pardon. Le pardon sera œuvre de générosité. Il sera constructeur d'humanité. Il n'est pas réservé à un seul individu. Une association, un État peuvent en être le sujet. Le président Chirac au Veldiv et le chancelier Brandt à Varsovie l'ont montré. C'est ainsi que l'Espagne s'est mise dans une impasse. L'Espagne a commencé par l'oubli, bien avant de s'intéresser à la question de la mémoire. En effet, et dans le désir licite de favoriser la transition démocratique au lendemain de la mort de Franco, les élites politiques ont signé un accord nommé le pacte d'oubli. Les criminels ont été massivement amnistiés et ils ont pu couler leurs vieux jours en paix, en silence,
Certains sont restés présents jusqu'à il y a très peu aux plus hautes instances de la justice et même jusque dans les rangs du gouvernement. C'est longtemps après qu'est apparue l'évidence que rien ne pourrait délivrer des souffrances et des rancœurs sans l'indispensable mémoire, et en décembre 2007 a été votée la loi dite de la mémoire historique, cherchant à établir la reconnaissance des fautes. Mais face à l'hostilité des mouvements conservateurs, la politique d'impunité établie par Franco juste avant sa disparition a perduré. La loi de la mémoire historique, mais la mémoire peut-elle être historique? Non. Vous nous avez enseigné, Monsieur Gounel, que mémoire et histoire ne font pas bon ménage. La mémoire est subjective et elle a besoin des corrections de l'histoire pour devenir réparatrice. C'est donc ainsi que très récemment, le chef du gouvernement Pedro Sánchez a engagé l'écriture de la loi dite de la mémoire démocratique. Elle reconnaît l'ensemble des crimes perpétrés entre le coup d'État de 1936 et la promulgation de la Constitution espagnole en 1978. Elle condamne la dictature franquiste et elle assure la réparation morale des crimes commis. Mémoire d'abord, oubli après, insiste Ricoeur. L'inversion des séquences a fait du mal à mon peuple, a retardé ô combien la possibilité d'une paix retrouvée. Il ne faut pas jouer avec l'oubli, les psychanalystes le savent. Les amnésies issues des amnisties reviennent violemment alors qu'on les croit endormis. Nous a-t-on demandé pardon? Interroge Yankelevitch. Mais le pardon peut-il s'élaborer s'il n'a pas été demandé? Seule la demande de pardon peut établir la conscience du crime, peut donner sens à l'offense, explique Armand Abécassis. Elle scelle l'inoubliable de la remise en question de l'ordre éthique. Mais le pardon va de pair avec un impardonnable. Hannah Arendt est formelle. On ne peut pardonner ce que l'on ne peut punir. Il est un inexpiable qui excède toute possibilité de peine et donc, dit la philosophe, toute possibilité de pardon. Tout comme Jonas, qui malgré l'insistance de son Dieu ne parvenait pas à pardonner aux habitants de Ninive, la Shoah. Crime perpétré volontairement et librement, crime justifié et fondé dans l'âme des criminels est un impardonnable, un inexpiable, un irréparable.
Aujourd'hui, il est de notre devoir de veiller. Une veille individuelle, en conscience, une perception intime du bien et du mal. Perception difficile, car le bien et le mal évoluent avec les époques et les lieux, ils sont parfois entremêlés. Ils peuvent être brouillés par la soumission à une autorité. Une veille collective aussi. L'abolition des dictatures et l'installation des démocraties sont indispensables, mais pas suffisantes. L'exemple de la transition démocratique en Espagne qui faisait, dans les années 80, l'admiration du monde, nous l'a montré. Une société démocratique doit poser fermement ses interdits fondamentaux. Ils sont au nombre de 2, l'interdit du meurtre et l'interdit de l'inceste. C'est par eux que seront protégés l'indisponible, l'inappropriable de l'homme dont dépend sa dignité. L'interdit, de façon générale, va permettre d'accéder à ce qui dépasse l'horizon de l'individu et ainsi contribuer à le fonder comme sujet. Le respect de l'interdit du meurtre repose sur le droit et la justice, mais il repose aussi sur les dirigeants d'un pays. Car face à nos sociétés modernes éprises de liberté, c'est à la classe politique qu'il revient de fixer la limite. Le courage politique repose sur la faculté de dire non. Alors, l'assimilation d'un tel interdit sera possible, à la fois rationnelle, réfléchie, mais aussi subjective, nichée au plus profond de la conscience. Et l'interdit pourra être défendu en tant que principe de vie.